Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors, bonjour! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que je suis un apôtre de ce sujet-là, même si j'ai pas achevé avec notre entreprise le processus complet. Puis on l'aborde avec quelqu'un qui est une star dans le domaine, je dirais, ici au Québec, vraiment qui a influencé beaucoup d'entrepreneurs à ce sujet-là. Et je parle ici de comment productifier une offre, surtout une offre de service comme telle. Donc, peut-être comment... Je dirais, puis en jargon, je dirais davantage comment arrêter de vendre des heures puis de passer vraiment davantage à un produit. Puis on a beaucoup d'entreprises de services que nous-mêmes on sert, qui se posent la question comment le faire. Alors je suis certain que ça va intéresser vraiment beaucoup notre audience. Bonjour Cléo Maheu. Allô, Simon, merci de m'avoir invité. Super contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah ben, c'est nous autres qui sommes vraiment heureux de t'accueillir. En plus, tu tiens un podcast aussi sur l'hypercroissance. Oui. Parle-nous un peu de qui tu es, de ton parcours. Donne-nous même si je pense que ton nom va résonner. On a des clients d'ailleurs qui sont tes clients. OK. Et donc, mais quand même. Ben merci. Oui, dans le fond, j'ai un parcours atypique. J'ai une formation d'ingénieur chimiste microbiologiste, travaillé 10 ans dans le pharmaceutique pour découvrir ma passion pour le coaching. Donc, vraiment, je faisais du coaching en amélioration des processus d'affaires. Et événement malheureux, mon père décède, je suis enceinte de mon fils et je décide de partir à mon compte pour suivre cette voie-là puis de dire, ben regarde, moi, je vais le faire, je vais accompagner les entreprises. Mais j'étais à la recherche d'une méthode. Tu sais, je me suis dit, c'est pas vrai que Cléo Maheu va aller dire aux entrepreneurs quoi faire. Je suis qui, moi, pour ça? Surtout que je suis une coach de carrière. Je suis pas une entrepreneur à succès qui a fait des merge and acquisition et qui a vendu et tout. Et je suis tombée sur la méthode Gazelle, elle s'appelait à l'époque, Gazelle qui est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, croissance des ventes, ça tombe bien avec le podcast. Et j'ai découvert cette méthode-là qui n'était pas ici intégrée au Québec. Alors, il y a de ça plus de bientôt 15 ans, j'ai traduit les outils et par la bande, j'ai commencé à développer la méthode Scaling Up que j'ai traduit en français Hypercroissance pour accompagner les entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. Donc, ça fait une 15aine d'années que je suis fondatrice d'Hypercroissance et j'ai mon podcast aussi, Histoire d'Hypercroissance. Donc, vraiment dans le but, on a le même objectif, Simon, je pense les deux, qui est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans leur croissance. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qui rejoint, dans le fond, nos deux expertises. C'est vraiment intéressant. Peut-être nous parler un peu, puis je pense que là, on parle de coaching. Hein? Donc, tu étais en coaching. Je ne sais pas comment ça se pratique, la méthode Scaling Up aux États-Unis comme telle, mais toi, tu as décidé aussi, à un certain moment donné, on va dire productifier ton service. Oui. Tu peux-tu nous parler du déclic? Pourquoi tu es arrivé là? J'étais fatiguée. Ça, c'est la vraie réalité. En fait, c'est ça, tu sais, c'est si on revient au fondement, justement, d'une entreprise en croissance, puis tu vas me comprendre, c'est qu'à quelque part, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait de bien. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait de bien et il faut comprendre nos fondements, notre ADN. Et pour ça, il faut qu'on soit capable de mettre en place des meilleures pratiques d'affaires. Et pour mettre en place les meilleures pratiques d'affaires, il faut revenir un peu à ce qu'on appelle les compétences fondamentales. Alors, trop souvent, les organisations vont travailler très, très fort pour se distinguer. Ils vont avoir des compétences fondamentales que les autres n'ont pas, mais continuent à vendre un service à l'heure.
Alors moi, dans mon cas, j'ai commencé comme coach et évidemment, comme coach, ben déjà aux États-Unis à l'époque, là, il y a une dizaine d'années, on disait, ben vends un forfait annuel, tant de jours par année avec un montant, puis vends au moins tu vas être correct. Fait que si tu as 10 clients avec ton forfait annuel, ben là, t'assures tes revenus au lieu d'y aller à la pièce. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que, les gens ne prennent pas assez conscience de leur fondement, de leurs compétences, pour être capable de nicher une offre de produits qui peuvent productifier. Puis productifier, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui pour moi prenait tout son sens dans le sens où aujourd'hui, une business de service qui va encore des heures, on n'est pas là pour ça. T'sais, c'est comme il faut être capable de l'amener à un autre niveau. Puis là, je peux rentrer dans le vif du sujet, là, puis d'expliquer comment je suis arrivée, mais... Ben oui! Oui, tu veux que je continue? Parce que toi-même, tu vendais des heures à cette époque-là. C'est ça. Ben je vendais des forfaits, forfaits, c'est ça. Fait que toute entreprise de service, aujourd'hui, se doit de regarder ce dans quoi elle peut être les meilleures au monde, comprendre quels sont ses éléments distinctifs et comment elle peut révolutionner son modèle d'affaires par une productification, un terme qui n'existe pas. Mais, puis par exemple, là, je vais vous donner l'exemple de moi. Dans le fond, on pourrait dire souvent, il y a des coachs, et moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis carrément brûlée. Tu sais, je suis passionnée par ce que je fais, j'adore ce que je fais. J'allais un client à la fois, où j'étais capable de dire, ben je vais aller l'aider, coacher cette organisation-là. Le lendemain, je changeais de client. Le lendemain, je changeais de client. En moyenne, un coach va faire 80 jours par année. J'en faisais 150, plus un podcast, plus la traduction d'un livre, plus. C'est inhumain. OK? Ouais. On s'entend, c'est comme inhumain. Puis souvent, c'est ce qui arrive dans des business de service. La seule façon de scaler, c'est d'embaucher du monde. On connaît la pénurie de main-d'œuvre. On connaît comment c'est difficile de faire la rétention. Tu as reçu plein de gens sur ton podcast au niveau des RH. La rétention, la fidélisation, comment c'est difficile. Alors, le seul modèle, c'est de rajouter du monde pour charger plus d'heures. Il faut changer notre façon de faire. C'est quoi notre core? C'est quoi notre ADN? Fait que moi, j'ai compris que c'était d'accompagner dans les meilleures pratiques d'affaires. Mais c'est ça ma compétence fondamentale, d'être une experte en hypercroissance. Maintenant, j'ai changé le contenant. C'est comme je suis une experte du contenu, mais je vais changer le contenant au lieu d'aller un client à la fois. Puis j'avais un désir profond d'avoir un impact plus grand. Je me dis, c'est pas vrai que je vais faire ça encore 10 ans, puis je peux pas faire 150 jours, je n'étais plus capable. Fait comment je peux générer plus de revenus, assurer la pérennité de ma business? Puis c'est ça qu'on se doit se poser comme question. Mais on dirait qu'on arrête au modèle, on veut donner tout, puis après, on charge à l'heure. Ça fait pas de sens. T'sais. C'est quoi ta compétence? C'est dans quoi tu peux être le meilleur? Fait que j'ai fait ces éléments-là de transformation. Fait que j'ai commencé à faire des cohortes. Fait que oui, j'avais traduit le livre, fait que là, je vendais le livre, ça va. Bien, ça, c'est un produit, mais ce produit-là m'amène une formation en ligne. Donc aujourd'hui, tu sais, avant que les gens aient accès à moi, est-ce qu'ils peuvent déjà se familiariser avec le contenu, avec une formation en ligne? Ça, c'est beaucoup. Tu sais, on sait que la cause numéro 1 à la croissance, c'est le développement du leadership. Tu sais, le bottleneck numéro 1, le goulot numéro 1, c'est vraiment le développement du leadership. Fait que j'ai fait cette formation-là en ligne. Après ça, j'ai créé des cohortes. Puis j'ai créé des produits courts, donc un bootcamp et ensuite un mastermind. Donc aujourd'hui, un modèle d'affaires où je faisais 150 jours, bien, je l'ai transformé en 50 jours, mais beaucoup plus d'impact, meilleur revenu, mais surtout beaucoup plus de plaisir et être capable de prendre soin de moi parce que souvent, business de service, les gens ont de la misère parce qu'il manque de main-d'œuvre, puis là, tu retombes dans de l'opérationnel, tu es le président, tu retombes dans le... Tu sais, il y a tout ce modèle-là. Fait que là, puis là, je pourrais te donner d'autres exemples. Les gens vont dire, ouais, mais moi, ma business, c'est pas pareil, j'ai pas le choix de charger à l'heure. Fait que tout est possible quand on peut être créatif. Ben, j'ai le goût de te demander justement, la réticence, je la vois très bien, là, tu sais, de certaines, je vois des personnes, quand je me ferme les yeux, qui pourraient me dire ça. Est-ce que toi, tu as expérimenté, quand tu as fait la transition, est-ce que tu as expérimenté certains clients qui t'ont dit qu'ils étaient insatisfaits de la formule que tu proposais, de la nouvelle formule que tu proposais par rapport au service qu'ils étaient habitués d'avoir avant? Est-ce que tu as eu ce genre d'expérience-là? Oui. En fait, j'ai bâti une nouvelle clientèle pour embarquer dans ces cohortes-là. Ah ouais. Et mes clients, mes bons clients là, que j'avais depuis des années, je les ai gardés. Mais ça se limite peut-être à un 20 jours par année, tu comprends-tu? Fait que j'ai gardé les meilleurs que j'ai continué à accompagner, mais j'ai amené une nouvelle clientèle, puis je me suis vraiment fait imaginer en fait des étapes critiques, tu sais, dire ils vont lire le livre, ils vont faire la formation en ligne, ils vont faire une petite formation que j'appelle de type bootcamp, 4 demi-journées. Après, ils vont embarquer, ceux qui veulent vraiment avoir l'accompagnement, ils vont embarquer avec moi. Sauf que la chose aussi qu'il faut se poser, puis là, je parle pour mon domaine,
c'est qu'aujourd'hui, le mode d'apprentissage des gens est beaucoup collectif. Hein? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est plus juste Cléo Maheu qui détient l'information, mais le groupe d'entrepreneurs qui est ensemble, c'est la puissance du collectif. C'est le co-développement qui se fait Le co-développement. Puis ouais. ça peut se faire, quand tu as une spécialité, ça peut se faire dans un paquet de choses également. Oui, effectivement. Puis dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ton type de client s'est transformé un petit peu de ce qui était avant. En fait, j'ai toujours les mêmes critères. Mon client cible, pour moi, c'est un entrepreneur qui est sans ego et ambitieux. OK? Fait que le sans ego et ambitieux, je peux l'avoir à 1 million de chiffre d'affaires comme je peux l'avoir à 50. Mais là, j'ai vraiment une proposition de valeur où si tu es... par exemple, j'ai rencontré un client qui a 3000 employés, il n'est pas canadien, j'y offrirai pas le mastermind, tu sais, mais ça, je vais en prendre peut-être un par année. Donc, mon cadre va être très précis. Mais au lieu de dire que lui, à 1 million, je le gère de la même façon que lui à 200 millions et plus de chiffre d'affaires, c'est ça que ça marche pas. Tu sais, on a comme un modèle unique à l'heure, mais en même temps, les besoins sont adaptés aussi. T'sais. Effectivement. Puis dans le mastermind, j'imagine que c'est des gens il y a un certain look-alike aussi pour que ça fonctionne. Là. Oui, moi, j'ai choisi juste des gens que j'aime. Fait que là, je vais parler à mes cohortes, là. Mais ils savent très bien. Là, je leur dis, mais tu sais, j'ai choisi des gens que j'aime, avec qui j'avais le goût de travailler. Tu sais, puis moi, je donne l'espèce de cadre, de structure. Puis tu sais, j'ai trouvé que dans le marché, puis moi, je suis toujours complémentaire à l'école d'entrepreneurship de Beauce. L'école d'entrepreneurship de Beauce travaille à développer l'entrepreneur, le transformer. Mais une fois que l'entrepreneur est transformé, développé, lui, il veut développer son équipe. Alors, le mastermind, j'ai inclus, par exemple, l'équipe. Fait qu'il faut comprendre c'est quoi nos grandes forces, puis de voir c'est quoi la niche qu'on peut avoir dans le marché. Puis, la puissance est au collectif. Déjà là, tu as les ingrédients pour repenser ton modèle d'affaires. Dans quoi tu peux être les meilleurs au monde? C'est quoi ta niche dans laquelle tu peux vraiment être spécifique? Puis, penser qu'est-ce que tu pourrais créer collectivement. Parce que surtout dans des business de service, c'est comme le volume qui ferait ça. Fait que, tu sais, j'allais te dire par où commencer. Tu sais, si quelqu'un se dit, ben écoute, je pense que c'est où je pensais que c'était impossible, là, je commence à voir le possible. On commence comment pour productifier une offre? Là, mettons, je vais te donner une entreprise, tu sais, parce que là, les gens vont se dire, je veux pas qu'ils mettent dans le contexte, c'est beau, elle est en coaching, c'est facile, elle fait de la formation. Tu sais, souvent, on peut faire le parallèle. C'est ça, fait que je vais faire le parallèle avec un cabinet d'avocats. OK? Mettons un cabinet d'avocat, tu vas dire, exemple, j'allais dire, prends des comptables, on va y aller avec l'avocat. C'est ça, fait que, tu sais, puis j'ai l'exemple concret de justement un cabinet d'avocat que j'ai aidé. Et dans le fond, lorsqu'on a regardé l'ADN de ce cabinet-là, il avait une expertise dans voyons, là, les divorces, là, tu sais, je peux les faire des ententes, le droit familial. Bon, merci, c'est ça. Le droit familial. Et elle avait tellement fait ça dans sa vie, cette personne-là, qu'elle elle avait comme une recette. Fait qu'au lieu de charger à l'heure, ben pourquoi tu ne crées pas un modèle de dire, regarde, fais ta demande, ça va prendre... Tu sais, c'est elle qui est devenue experte du processus, parce que les gens sont très émotifs là-dedans, puis de dire, je vais te charger un montant X, puis voici le package, tu sais, droit familial, médiation, ou, tu sais, c'est comme dans le sens que, mais tu sais, elle, au lieu de charger des heures, elle a tellement cette expertise-là que ce qu'un avocat normal ferait en 10 heures, mais elle est capable de le faire en 1 heure. Fait que là, elle est capable de sortir une entente en 1 heure. Fait qu'elle a productifié son offre pour une strate dans laquelle elle pouvait être la meilleure au monde. Elle ne pourra pas faire tout son service comme ça, mais est-ce qu'il y a des portions qu'on peut productifier, qui sont comme des entrées de gamme et qui apprennent à nous connaître, qu'on est vraiment bon là-dedans. Puis après ça, s'ils ont besoin, oui, il peut avoir un modèle comme tel à l'heure. Et souvent, ces entreprises-là, quand ils commencent à connaître qui ils sont, ils ont beaucoup d'échanges et d'expertise, mais ils ne la valorisent pas. T'sais, ils font charger juste plus cher de l'heure, mais après ça, tu es un junior, tu ne fais pas plus d'argent. Mais si toi, tu te mets la tête 1 heure dans le dossier, il y a comme un package relié à ça. Comme toi, tu as dit que tu faisais aussi de plus en plus, non? Oui, tout à fait. De plus en plus, je pense qu'on est en train de s'étudier nous-mêmes pour... On a fait un retour... rapidement, là, sur nous-mêmes en début d'année, on s'était, je dirais, un peu égaré dans l'offre de service. On avait offert beaucoup de choses possibles parce qu'on est en marketing. Mon équipe est multidisciplinaire, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais quand tu te mets à faire tout, tu
tu risques de pas Ouais. faire tout bien. Ouais, Donc, ouais. on s'est recentré vraiment sur notre core business, sur qu'est-ce qu'on sait faire de mieux. Puis aussi, avoir certains critères sur quel type d'environnement client on est bon, avec lequel on est bon à traiter, puis se concentrer juste là-dessus. Ouais. Ouais, effectivement. Ça, je pense que ça commence pour nous, ça commence par là aussi. Ouais. Et puis le chemin n'est pas terminé là, pour la productification. La disons. productification, c'est ça. Tu sais, moi, mettons, on pense à l'auditoire, là, c'est... Pouvez-vous faire un blueprint, dans le fond, de toutes les activités que vous faites en ce moment, mettons, pour vos clients, lesquelles vous aimez, mettez un cœur dessus, puis lesquelles sont payantes. Ouais. Déjà, ça va te donner un genre de flow de ce que tu aimes faire. Puis c'est de dire, ben, est-ce qu'il y a quelque chose à packager? Est-ce que je peux le faire en mode cohorte? Non, c'est des gens, c'est particulier, parfait, je vais le faire en mode individuel, mais je vais faire un modèle forfait, puis ça va me prendre 1 heure parce que je vais productifier mon offre à l'interne, tout va être automatisé, puis je vais le standardiser à l'interne, puis ce qui normalement va prendre 10 heures pour quelqu'un d'autre, on va le faire en 1 heure, mais je vais le vendre même plus bas que le prix du marché, mais ça va être un genre de package. Fait que là, tu sais, fait que même des fois, si tu es dans une business de service, de comptabilité, c'est sûr que la première productification qu'on a vue en termes d'offres, si on repense à quelques années, c'est quand que les technologies sont rentrées puis que tu payais des firmes en impartition tant par mois pour faire tes services de packaging, tu sais. Fait que des fois, il y a des clients qui vont dire hey, « ben moi, je travaille, j'ai des très gros clients. » Ben ces gros clients-là, est-ce que tu fais un package VIP avec ces clients-là? Ça leur coûte tant par mois, puis toi, tu as calculé ton nombre d'heures à l'interne, puis ça fait du sens, mais tu fais plus d'argent. Mais eux ont le clé en main, puis ils sont à un coup de téléphone d'avoir. Fait qu'il faut repenser à comment on veut se positionner dans notre marché. Mais première étape, faire un blueprint de où on est, ce qu'on aime, qu'est-ce qui fait de l'argent. Déjà là, ça nous donne des indices. Et comment on peut le transformer, ce modèle-là, pour le productifier, packager, créer de la valeur. Fait qu'identifier ce qu'on aime faire, effectivement, puis là où c'est payant, c'est profitable, d'avoir une matrice là-dessus, je pense que c'est une bonne étape par où commencer. Oui. Si tu regardes les autres étapes, une fois que ça c'est fait, est-ce que tu es capable d'identifier là, toi-même par quelles étapes tu as passé, puis jusqu'à la fin? Ça a été difficile, cette étape-là, parce que... tu sais, c'est comme... Sauf qu'en même temps, je vais reprendre la phrase de Marshall Goldsmith qui dit « What you got here won't get you there ». Je le sentais qu'après 13 ans, j'étais plus capable de continuer comme ça. La fatigue est embarquée, la maladie est embarquée. Il fallait que je réinvente mon modèle d'affaires. Fait que moi, ça m'a pris, malheureusement, la maladie. Tu sais, c'est ça, j'ai pas eu le choix de passer à travers un cancer pour dire... On dirait que c'est comme si ça m'avait donné le droit de dire, regarde, voici ma nouvelle façon de procéder, ça marche ou ça marche pas. Mais avant, je le disais, je le pensais, je le voulais, mais on dirait que je n'étais pas capable de faire l'espèce de transformation. Puis toute transformation de modèle d'affaires ou ce que j'appelle la zone de turbulence va durer de 24 à 36 mois. Fait que tu sais, juste pour vous donner un repère, OK? Fait que tu sais, dans le sens, c'est un 2 à 3 ans à faire une transformation d'un modèle. Fait que si tu es un modèle à l'heure puis tu veux t'en aller productifier, avoir cette pleine puissance-là, donne-toi 2 à 3 ans. Tu sais, c'est un peu ça. Puis ça, je pense que c'est un piège aussi que ça freine des gens en disant « Hey, ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, on n'est pas arrivé, on abandonne, on continue ce qu'on faisait. » Mais non, tu sais, c'est comme comment on le transfère. Fait que la prochaine étape, je pense, c'est vraiment d'avoir le courage de le faire, puis de croire, avoir les convictions. Puis je te dirais, à parler avec des gens, des entrepreneurs, c'est cette espèce dans les business de service, c'est vraiment la fatigue qui arrive, tu sais, quand ta ressource première est la main-d'œuvre, avec tous les défis qu'on a connus, il faut que tu vois les choses différemment, tu sais, puis que tu y penses différemment. Puis je pense que la motivation vient de je veux garder mon monde, je veux le fidéliser, mais je veux les embarquer dans un modèle intéressant, tu sais. Fait que c'est notre devoir aussi comme président de se réinventer puis de voir qu'est-ce qui est bon pour la business. Non, tout à fait. Mais une fois que tu dis, OK, let's go, t'es-tu fait un échéancier? T'es-tu fait des étapes, des milestones à aller chercher? Et comment parce que tu as monté des produits, en fait, c'est marketing aussi, là, c'est très marketing. Il faut que ça soit bien expliqué. Il y a de la production de contenu vidéo là-dedans, j'imagine. Il y a un paquet de pour ça que ça peut prendre du temps, parce qu'il faut premièrement... Il faut l'imager, puis il faut le créer, les nouveaux produits aussi, si t'es fait, puis tes tests. Il faut quand même prendre le temps d'écoucher sur papier, là. Mais souvent, ce que je réalise, c'est que les gens sont toujours plus près du but qu'ils pensent. Ah oui. Parce que, tu sais, comme toi, tu disais tantôt, tu as quand même un bel éventail, tu as essayé plein de choses.
Mais quand je parlais du blueprint, si tu es capable de voir les choses que vous aimez, que c'est de connecter l'espèce de flow, dans le fond, pour être capable d'avoir une belle productification. Fait que déjà là, puis c'est de la modéliser, cette productification-là. Fait que, tu sais, dans mon cas, j'ai besoin de combien de personnes à attirer pour mes livres, combien de personnes dans mes bootcamps, ça me génère combien de revenus, combien je le vends, combien de personnes dans mon mastermind pour remplacer mes revenus de coaching. Et je suis fière de dire que le dernier trimestre, c'est la première fois que mes revenus de mastermind ont dépassé mon revenu de coaching. Fait que là, je me dis, la transition, elle est vraiment complétée. Puis on a célébré en équipe. Fait que célébrer les bons coups aussi, les milestones importants, ça c'est une chose importante à faire aussi dans le processus. Fait que l'idée, c'est de modéliser qu'est-ce qui serait l'idéal en fonction de ce qu'on aime, les revenus potentiels, comprendre les tendances du marché. Tu sais, pour moi, dans mon industrie, mettre ta contribution à l'intelligence collective, pour moi, c'est un incontournable. Tu sais, quand tu es un expert dans quelque chose, mets du monde ensemble, fais-les jaser. Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est comme... Fait que j'ai compris cette trend-là, tu sais, puis même ma formation en ligne, je l'avais faite avant que la pandémie arrive. Tu sais, j'avais déjà vu le trend pour ça. Fait que c'est de créer de la valeur, puis après ça, tester les produits, puis tranquillement, tu es capable dans 2 à 3 ans. J'aurais le goût de te lancer sur d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses qui... peut-être pour aider des gens qui s'intéressent au processus, ce serait quoi les principales erreurs que tu vois qui sont à éviter? Celles que tu as probablement faites toi-même ou que tu as vu que tu n'es pas tombé dans le piège? Oui, fait que la première erreur, c'est tout de suite de rejeter que c'est pas possible. OK. Puis si tu parles au fondateur de Verne Harnish, de Scaling Up, le fondateur, lui, qui a écrit le livre Scaling Up, il dit aujourd'hui, une business de service qui n'est pas en train de créer un modèle d'affaires où elle a du revenu récurrent, elle va mourir. That's it. Aussi simple que ça, c'est comme, tu sais, lui, c'est écrit noir sur blanc, c'est comme comment tu t'assures d'avoir des revenus récurrents. Fait que là, on a parlé des différents exemples de forfaits, de cohortes, de packages, tout ça, mais tu sais, en bout de ligne, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est pas possible puis que nous autres, c'est différent. Moi, je te dirais qu'à toutes les fois que je parle à des comptables, à des avocats, des ingénieurs, vont dire « Ah non, mais nous autres, c'est pas pareil. Pas pareil. Finalement, tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a une expertise, puis l'espèce d'analyse X qu'ils font dans un projet, ils peuvent la packager puis la vendre X nombre de dollars parce que ça fait 15 ans qu'ils ont cette expertise-là, puis c'est là-dedans qu'ils sont les meilleurs au monde. Puis mettez-vous en vedette, puis mettez-le sur votre site web, puis mettez-le de l'avant, tu sais. Fait que la première erreur, c'est de penser que nous autres, ça s'applique pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, de lâcher trop vite. Tu sais, souvent, de prendre le 2 à 3 ans, c'est vraiment... De se mettre dans la tête, ça va être du 2 à 3 ans. Statistiquement, là, ce qu'on démontre, c'est ça. Puis, il y a une notion aussi que moi, pour les initier à cette réflexion-là, j'appelle que, tu sais, puis c'est Jim Collins qui parle beaucoup de ça, là, tu sais, dans son HR concept du hérisson, c'est quoi ton moteur économique? Fait qu'aujourd'hui, si tu fais on parle toujours du moteur économique, c'est le profit par X. Quel est ton X? Fait qu'aujourd'hui, si ton modèle d'affaires est fondé sur un profit par X, par heure, puis qu'il faut que tu rajoutes du monde, t'as pas le bon X. Fait que moi, je les invite à chercher quel serait ton X pour assurer la pérennité de ton entreprise dans les 10 prochaines années. Fait que moi, c'était clairement pas, le X, c'était pas des heures. Fait que là, je me suis dit, c'est profit par produit. J'ai un produit bootcamp, j'ai un produit mastermind, j'ai un produit livre, j'ai un produit... Fait que là, et je viens mesurer tout ça, puis je me mets des objectifs à chaque année. Fait que quel est le X possible sur les packages que vous voulez développer, dans quoi vous pouvez être les meilleurs et ce que vous pouvez offrir? Ah, c'est intéressant. Puis je pense que la plupart des cas de figure d'entreprises qui peuvent le faire, l'avantage d'avoir fonctionné à l'heure ou en forfait ou quoi que ce soit, c'est qu'on a accumulé une expertise, comme tu dis. Si on est capable d'identifier des choses dans lesquelles il y a de l'expérience, il y a de l'expertise, pour vrai, parce que c'est sûr que c'est une chose. Est-ce que tu penses que tu aurais pu partir directement en produit quand tu as commencé à faire du coaching, quand tu as transféré ta carrière? Il y en a aujourd'hui des gens là, qui font pas mal plus d'argent que moi, puis que... Ils ont juste packagé des offres, puis ils ont un message très bon sur le marketing, puis, tu sais, je veux dire, ça marche pour eux autres, là, tu sais, ils ont compris la machine, tu sais, je sais pas si tu comprends. On dirait que des vieux de la vieille, qu'on a vraiment travaillé fort, on a fait nos heures, qu'on a cette expertise-là, on dirait qu'on a de la misère à sortir de ce carcan-là. Mais il y en a plein, déjà, je pense, c'est Charles Côté, je pense, là, drôlement inspirant. Tu sais, ça n'est un jeune, ça, que, tu sais, il y a pas 20 ans d'expérience, mais bang, il est arrivé avec une offre, il parle, il est
inspirant, il fait ses affaires. Fait que lui, il productifie son offre carrément, là, tu sais, il est pas en train de vendre de l'heure du tout. Fait que, tu sais, fait que moi, je pense que les jeunes, ils comprennent des fois plus vite que nous autres, là, tu sais, c'est ça la beauté des nouvelles générations. Mais c'est ça, fait que oui, je pense que c'est possible, mais en même temps, je pense que des entreprises comme nous vont amener peut-être plus de profondeur, puis c'est là qu'on peut aller peut-être plus en profondeur dans les types d'expertise. Si on ne sera pas dans du grand public, du grand volume, on va plus être niché vraiment dans une expertise très spécifique. Parce que dans le fond, ouais, ce qu'on remarque, tu sais, puis aussi ce que je remarque, c'est que les clients n'aiment pas payer pour des heures. Non. Je pense qu'il faut se dire ça aussi d'abord. Là, oui, tellement. Ils aiment payer pour... Ils aiment savoir le côté prévisible d'un forfait aussi. Je pense que c'est intéressant pour le client. Oui. Puis là, je parle d'un forfait ou d'un produit. Mais il y a aussi c'est quoi que je vais avoir comme livrable, c'est quoi que je vais avoir comme résultat. Exact. Donc, je paye X, ça ira pas plus haut, ça ira pas plus bas, mais c'est ça que je vais être capable d'avoir. Donc, au final, ils payent pour l'impact que la solution va avoir sur leur business. C'est ça. Toi, tu es capable. En regardant comment tu dessines ton tunnel et les différents produits, on le voit clairement, ça aussi. Tu es capable de l'exprimer, le What's in it for me. Oui, exact. C'est ça. Il y a un super de bon livre qui a été écrit par Herman. Il s'appelle Confession of a Pricing Man. Okay? Ça, c'est un livre que je recommande. Si vous avez de la misère dans votre proposition de valeur, puis vous êtes pris avec un prix pas cher, lisez ce livre-là, Confession of a Pricing Man. Et lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le prix est juste une question de perception. C'est une perception de valeur. Fait que c'est pour ça que je reviens à la base. Connaissez votre valeur, ça dans quoi vous pouvez être le meilleur au monde, c'est quoi vos compétences fondamentales. Apprenez ça dans quoi vous êtes bon. Essayez pas de faire plus comme l'autre, soyez unique dans ce que vous faites. Puis après ça, développez un genre de package, puis les gens sont souvent contents parce qu'on s'entend-tu que dans les dernières années, puis j'ai écouté beaucoup de tes podcasts, puis ce qu'ils disaient, le futur est à la personnalisation. On veut du service, on veut être personnalisé. Bien, si tu offres une offre clé en main à 10 clients qui sont prêts à payer X, puis pas se casser la tête, puis qui le mettent dans leur budget, puis qui payent ça à toi et moi, puis qui ont accès à toi, mais pourquoi pas? Tu n'as pas besoin de 300 clients. Là, non, effectivement. C'est comme, c'est cette notion-là qu'on a de la misère à accepter. On dirait qu'on veut tout faire en même temps, mais en même temps, on finit qu'on est moyen dans tout. Oui, on se le répète souvent si on s'égare de cette façon-là. Tu as parlé d'un exemple tantôt en droit de la famille. Oui. D'avocat. Oui. As-tu d'autres cas de figure? Je pense que c'était très parlant. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin de 50 exemples pour comprendre, mais je pense que si tu en as sous la main, ça peut être intéressant. Bien, tu sais, mais une agence de marketing aussi, même chose. Fait qu'ils se sont rendus compte que la porte d'entrée de cette agence-là, ben c'était toujours l'espèce de conception de site web, là, tu sais, mettons, là, puis que c'est toujours les mêmes besoins qui reviennent. Alors, il y a une agence qui a été capable de vraiment créer un package où ça rend le processus autonome du client de poser c'est quoi les questions, voici les questions qu'on pose. Au lieu d'y aller en traditionnel où on fait 10 rencontres de briefing, c'est de dire, regarde, fais tes devoirs. Fait que ça, puis tu sais, encore une fois, quand t'offres ça, ça plaît pas à tout le monde. Non. Il y a du monde qui va dire, ah non, moi, je veux pas ça. Mais en même temps, quelqu'un qui veut vraiment avoir un bon site web puis juste utiliser la zone de génie de cette firme-là, bien, ils ont fait comme un genre de produit standard pour peut-être qui représentait 70% de la clientèle. Puis le 30%, là, ils vont le gérer en spécial, projet spéciaux, tout ça. Mais ils ont été capables. Fait que dans le fond, tu sais, c'est d'opérationnaliser quelque chose qu'on fait comme on répète constamment. Comment on peut automatiser? Aujourd'hui, il existe tellement de moyens, de plateformes. Moi, j'ai passé 1 an à automatiser tous mes processus, puis là, je donne le crédit à mon équipe, là, Stéphanie, Sonia, Joanie, là, qui ont vraiment tout mappé à travers Monday, toutes nos étapes de processus pour être sûr qu'on offre la meilleure valeur dans ces produits-là également. Puis pas y aller, je m'en rappelle, ce client-là, je vais y aller à peu près comme ça. Fait que, tu sais, productification vient standardisation. Fait que ça, c'est un autre exemple au niveau du marketing qui a super bien fonctionné aussi. Puis c'est sûr que ça, c'est intéressant aussi parce évidemment, ils offrent d'autres services d'entreprise-là, mais ils ont réussi à productifier. On n'est pas obligé de productifier toute notre offre de service. Non. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Oui. Là, c'est pas,
On ne tue pas tout ce qui est non, mais l'espèce modèle, de vache à lait qui vous prend encore du temps, mais que pour vous, c'est facile, mais que l'équipe est même plus motivée à faire. Comment tu le rends simple? Parce qu'à quelque part, c'est de ces peut-être 30 clients-là, il y en a peut-être 5 que là, ils vont t'amener dans des projets ambitieux, internationaux que tu veux faire, puis qui va faire triper l'équipe, tu sais. Mais on laisse tous les clients au même niveau. On n'offre pas de package ni nécessairement rien. Puis là, on arrive, puis on est encore pris dans un problème d'heure, puis on n'est pas capable de scaler, tu sais, d'aller en hyper-croissance dans notre organisation. Fait qu'il faut vraiment catégoriser ces clients-là, puis c'est à nous, si on est maître de quelque chose, puis on est bon dans quelque chose, c'est à nous de les amener dans nos chemins critiques, dans les différents parcours. Puis, tu sais, moi, quand quelqu'un m'appelle, puis qu'il veut du coaching privé, puis qu'il fait moins de 1 million, je vais dire, j'offre pas ce service-là. Par contre, voici ce que je t'offre. Puis s'il va aller voir quelqu'un d'autre, puis il va avoir un coach, mais I'm not the good one. Mais tu sais, puis c'est là qu'il faut accepter. Tu sais, quand tu disais, il faut accepter aussi de dire, ben... Ça sert pas tout le monde. Ça sert pas tout le monde, c'est ça. Mais c'est comme, je pense, c'est comme ça. Les entreprises qui sont capables de faire ce virage-là, c'est ceux qui commencent à réellement générer des bons profits par X, donc bonne profitabilité. Parce que là, ils sont très niches, puis ils savent qu'est-ce qui est payant. Évidemment, tu as parlé de ton équipe. Oui. Je pense que ça suppose que c'est un préalable assez essentiel de commencer. Là, je reviens au coaching. Si tu es tout seul comme coach, faire ça, c'est pratiquement. Ben, c'est pas pratiquement, c'est du domaine de l'impossible, à moins que tu te coupes des revenus volontairement en disant je vais consacrer la moitié de ma semaine à ça pendant des mois et des mois. Puis, pour encadrer, pour travailler avec l'équipe, parce que j'imagine, en tout cas, moi, je me considère le goulot d'étranglement souvent dans certains projets internes. Là, c'est pas facile. Oui, c'est ça. Comment peut-être donner un conseil en terminant sur comment comment tu peux interagir avec l'équipe, puis ça a été quoi tes quick tips là, pour être bonne là-dedans, pour faire en sorte que ça arrive? Oui. En fait, on a défini une vision commune. Pour faire la transformation du modèle, il faut donner un objectif long terme, que j'appelle le BHAG, le but hautement audacieux et grandiose. Fait que là, on s'est dit, on veut avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs en 2025. J'avais aucune idée comment j'allais faire ça, mais il fallait qu'on fasse les affaires différemment. Fait que je pense qu'on se doit de se donner une vision commune. Fait que là, ça challenge tout. Fait que là, si je prends un autre client, que je m'en vais avec ma voiture chez le client, puis je refais une autre journée, je suis pas en train d'avoir un impact à 100 000. Non. Faire un podcast, faire des cohortes, faire des challenges, faire des... Fait que là, déjà là, objectif ultime de vers où on s'en va, c'est quoi notre but ultime? Après ça... Je l'ai dit tantôt, le plus gros goulot à la croissance, en fait, il y a 3 goulots à la croissance. Okay? Le premier, c'est le développement du leadership. Tantôt, j'étais pas plus tard avec une amie qui disait, écoute, je veux mettre en place la structure, je t'annise, tout repose sur moi, mais en même temps, là, Asana, puis elle n'est pas capable, elle n'aime pas ça faire ça, mais elle ne paye pas de la formation non plus pour développer des templates, puis comment on va utiliser Asana à l'interne. Fait que premier goulot à la croissance, développement du leadership, formez vos gens. Tu sais, définissez. Puis le deuxième goulot, c'est l'infrastructure. On n'a pas les bons outils pour être capable de scaler. Fait que, tu sais, on marche encore en fichier Excel alors qu'aujourd'hui, tout peut s'automatiser. Il y a des API de ce monde, les factures, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je suis une freak un peu de technologie, puis j'essaye de tout automatiser, mais je donne de la formation à ma gang. J'ai eu un expert... Carl Durocher, l'équipe de Carl Durocher, gros, sont venus nous former. Ils ont tous développé nos templates. C'est quoi la meilleure façon? On n'a pas essayé d'apprendre par nous-mêmes un outil, tu sais. Fait que trop souvent, ça, même n'importe quel business, ils vont utiliser 10% du système Teams, tu sais. Fait que déjà là, former, s'engager sur quelque chose. Et le troisième, ben c'est le marketing qui est le troisième goulot, mais c'est le marketing de positionnement. Après ça, c'est une fois que tu as pas mal défini tout ça, puis que tu as mis des cœurs sur ce que tu aimais, ben tu peux avoir un commitment dans ton positionnement pour dire, voici mon jaune d'œuf, voici ce sur quoi je me concentre. Tu sais, quand tu penses à Cléo, je veux que tu penses à experte hypercroissance francophonie. Mais je suis capable d'être un coach Lean Six Sigma. Tu m'entends-tu parler de ça? Pas partout. J'ai fait des choix, tu sais, mais si un client a besoin d'amélioration de processus, je vais aller l'aider plus maintenant, mais à l'époque, je faisais ça. Fait qu'il faut vraiment définir c'est quoi notre jaune d'œuf, notre blanc d'œuf. Fait que l'équipe, j'ai une super équipe, mais on se donne les moyens de nos ambitions.
C'est super inspirant. Ça donne plein d'idées, même à une entreprise qui est quand même en transformation. Là. Oui. Je suis certain que mon équipe qui écoute ça en ce moment pense la même chose que moi. Il y a plein de pétillants. C'est bon, il y a plein de bulles qui pop. Je te remercie énormément, Cléo. Je sais que tu es vraiment occupée. Merci à toi. C'est l'été en plus. Tu as pris le temps de venir nous voir. Un gros merci. Super. Écoute, on va mettre beaucoup de choses dans notre checklist parce qu'on fait un checklist à chaque épisode. Et puis, dont les livres que tu as proposés, certaines références et tout ça. Je te remercie pour la richesse du propos. Puis au plaisir de te revoir à nouveau, de t'inviter à nouveau. Et bonne productification à tous. Merci. 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 C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.